Salut les terriens, bienvenue sur le journal de l'espace. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Quentin, et aujourd'hui on fait le tour de l'actualité spatiale de la semaine en vidéo, comme chaque vendredi, avec aujourd'hui comme sujet principal les calculs quantiques. Je vous souhaite une très bonne vidéo. Voilà une info qui risque de bouleverser notre quotidien et dont les applications spatiales vont dépasser tout ce que l'on pourrait imaginer. Cette fois, ce n'est pas d'un supraconducteur révolutionnaire dont il est question, mais de la dernière version d'un ordinateur quantique avancé qui a accompli en quelques secondes une tâche qui aurait nécessité près d'un demi-siècle avec un supercalculateur moderne. Oui, 47 ans pour être plus précis, ce n'est donc plus de la science-fiction puisque la vitesse de calcul du processeur Sycamore, développé par la branche intelligence artificielle de Google, a atteint des sommets en repoussant les frontières du calcul scientifique. Si ce qu'annonce Google est confirmé, cela signifie tout simplement que nous aurions franchi une étape essentielle pour espérer un jour simuler des phénomènes ultra complexes, développer des intelligences artificielles plus performantes, des systèmes de sécurité informatique inviolables ou tout du moins beaucoup plus difficiles à craquer. Alors vous allez me dire, quel rapport est-ce que tout ça avec l'espace ? Eh bien un petit peu de patience, on y arrive. Quand on parle du domaine quantique, il faut bien avouer qu'on peut rapidement se perdre, et bien que ce domaine soit réservé aux ultra spécialistes, un petit rappel théorique simplifié s'impose pour essayer de comprendre comment Sycamore arrive à pulvériser les performances des meilleurs calculateurs mondiaux. La clé de sa puissance de calcul phénoménale est basée sur une loi quantique appelée le principe de la superposition, qui s'applique aussi à l'informatique. En termes simples, cela signifie qu'un bit quantique, que l'on appelle un qubit, peut prendre simultanément la valeur 0 et 1. Il faut avouer que c'est une notion un peu contre-intuitive, mais surtout c'est une rupture profonde avec les ordinateurs classiques, où un bit ne peut prendre comme état que 0 ou 1 à un moment donné. Plus concrètement, cela signifie qu'un ordinateur quantique peut traiter une multitude de possibilités en même temps, ce qui lui permet d'effectuer des calculs à une vitesse difficilement imaginable pour un cerveau humain. Cela dit, tout n'est pas aussi magique que ça en a l'air, sinon nous aurions déjà tous des PC quantiques à la maison, et il est très important de comprendre que cette superposition quantique est un phénomène étrange qui, pour compliquer les choses, est un état extrêmement délicat à maintenir. Ces fameux qubits sont en effet extrêmement sensibles à leur environnement et peuvent facilement être perturbés, ce qui peut entraîner des erreurs de calcul. Pour être plus précis, les qubits nécessitent un environnement extrêmement froid, plus froid que dans le fin fond de l'espace, à une température proche du zéro absolu, c'est-à-dire moins 273,15 degrés Celsius. Ah ouais, c'est beaucoup plus froid que les supraconducteurs dont on parlait la semaine dernière. Le problème, c'est que tout réchauffement, même minime, suffit pour introduire des erreurs. C'est d'ailleurs un des nombreux défis techniques que les chercheurs doivent surmonter si on veut espérer un jour utiliser ce type d'ordinateur en dehors d'un laboratoire ultra spécialisé, dans des domaines où l'erreur n'est pas permise, comme par exemple, vous me voyez venir, j'en suis sûr, la conquête spatiale. En effet, dans ce domaine, on traite et on stocke des quantités de données toujours plus importantes, et pour cela une énorme puissance de calcul est nécessaire, par exemple pour trier et analyser les quantités pharaoniques d'images prises par les satellites d'observation de la Terre, mais aussi, ne les oublions pas, par les puissants télescopes spatiaux comme Hubble, James Webb et bientôt Euclid, le chasseur de matière et d'énergie noire. Ce n'est bien sûr pas tout, les calculs des trajectoires des sondes interplanétaires sont de plus en plus complexes et utilisent par exemple une technique particulière appelée l'assistance gravitationnelle. Cette dernière, récemment utilisée sur la sonde européenne JUICE, permet d'économiser de grandes quantités de carburant mais au prix de calculs complexes qui nécessitent des puissances de calcul toujours plus importantes, y compris pour les mises à jour en cours de voyage. Encore plus fort, en utilisant la puissance de calcul quantique, on pourrait accélérer considérablement les découvertes de nouvelles planètes, de galaxies et la compréhension des trous noirs, qui aujourd'hui prennent des dizaines d'années. Pour une sonde d'ancienne génération comme Cassini, dont la mission autour de la Lune s'est terminée en 2017 et a duré 13 ans, on sait que l'exploitation des 635 gigaoctets de données qu'elle nous a envoyées pourrait encore durer des années. Je vous laisse donc deviner le temps qu'il faudra pour exploiter les données du James Webb, qui peut récolter jusqu'à 50 gigaoctets par jour. Il est d'ailleurs au moins 25 fois plus fort que son prédécesseur Hubble et c'est 2 gigaoctets par jour au grand maximum. Du côté des fusées et des engins spatiaux, avec une telle puissance de calcul, on pourrait développer de nouveaux matériaux légers et résistants pour les fusées et les futures structures spatiales en accédant à des simulations bien plus précises et complexes que celles dont on dispose aujourd'hui. Et oui, n'oublions pas que pour concevoir des systèmes spatiaux, il faut des années de recherche et d'optimisation de la part des ingénieurs.
Grâce à l'ordinateur quantique, nous entrerons dans une ère nouvelle, celle de la simulation quantique de grande précision, et si tout ça vous fait penser qu'il s'agit encore d'un futur lointain, eh bien détrompez-vous car des satellites quantiques déjà exploités par la Chine permettent d'effectuer dès à présent des communications chiffrées réputées inviolables, et ce sur de longues distances. Cette technologie de satellite quantique pourrait d'ailleurs s'avérer indispensable compte tenu de la multiplication des activités spatiales en orbite basse. Il est certain que les grandes agences spatiales, dont la NASA, ont conscience que l'avènement de l'informatique quantique n'est plus qu'une question d'années. Comme je l'expliquais, elles ne peuvent raisonnablement pas se permettre de passer à côté d'une technologie qui permettrait en quelques minutes de rechercher les méthodes les plus efficaces et les plus sûres pour optimiser tous les grands projets de demain, c'est-à-dire trouver la meilleure solution parmi toutes celles envisagées. Pour cela, il faudra bien sûr préparer les futurs logiciels et les algorithmes quantiques, ce qui permettrait aussi de réduire les coûts sans oublier l'utilisation du système autonome plus performant qui seront intégrés sur les futurs robots envoyés sur des planètes éloignées où les communications en temps réel sont impossibles. Bon, cela dit, soyons honnêtes, cette future technologie quantique n'est pas encore totalement aboutie à l'heure où vous regardez cette vidéo, mais ce qui est certain, c'est que dans le monde entier, un grand nombre d'industriels de premier plan planchent sur l'ordinateur quantique. Tous les points que nous venons d'évoquer, et j'en ai certainement oublié, nous permettent de penser sérieusement que nous aurons accès d'ici la fin de la décennie à des connaissances et des technologies encore insoupçonnées, dont le spatial sera un des grands gagnants. Par contre, comme toute nouvelle technologie, cela amène aussi à se questionner sur l'avenir de la sécurité des systèmes informatiques actuels, mais ça, c'est une autre histoire. Dans l'espace, et plus particulièrement en orbite basse, la plupart des satellites sont alimentés en énergie grâce à des panneaux solaires. Le problème, c'est que cette proche banlieue de notre planète est jonchée de débris. Certains ne dépassent pas 1 mm et endommagent lentement mais sûrement ces fragiles panneaux, ce qui diminue la puissance électrique disponible et donc la durée de vie de ces précieux engins. Aux débris s'ajoutent également les dangereux rayonnements cosmiques. Actuellement, on sait que les dommages causés par ces rayons peuvent réduire l'efficacité des panneaux solaires des satellites jusqu'à 10% chaque année, ce qui est juste énorme. C'est bien sûr aussi le cas pour la Station Spatiale Internationale qui est en orbite depuis plus de 20 ans, et pour de telles structures qui réclament beaucoup d'énergie, on se prend à rêver d'une technologie de panneaux qui, lorsqu'elle subit des dommages, aurait la capacité de se réparer elle-même et de retrouver son efficacité initiale. Une telle découverte aurait de nombreuses applications, la première à laquelle on pense c'est de prolonger considérablement la durée de vie des satellites en orbite, et par conséquent limitera la prolifération des débris. Avec Starlink, OneWeb, mais aussi les futures constellations chinoises, il y aura bientôt plus de 28 000 satellites tournoyant au-dessus de nos têtes, alors prolonger leur durée de vie aurait des conséquences environnementales immédiates en limitant le nombre de lancements et en préservant les ressources nécessaires à leur fabrication, mais ça nous y reviendrons. Ce rêve, il se trouve qu'il est en train de devenir réalité grâce à des chercheurs australiens qui ont découvert un procédé d'auto-réparation sur des cellules solaires en perovskite. L'enjeu est forcément important et mérite quelques explications. Commençons déjà par la perovskite, du nom du minéralogiste russe Perovski, c'est une structure cristalline commune à de nombreux oxydes. Le rendement des cellules photovoltaïques utilisant ce matériau est en constante augmentation depuis la fin des années 2000, il est passé de 3,8% en 2009 à 29% en 2022. Les cellules photovoltaïques à perovskite sont donc à ce jour la technologie solaire ayant connu le développement le plus rapide de l'histoire. Le problème, c'est que ces cellules solaires, lorsqu'elles sont exposées à des rayonnements dans l'espace, comme je le disais, peuvent être endommagées, ce qui réduit fortement leur capacité à convertir l'énergie solaire en électricité. Pour inverser ces effets, les chercheurs ont utilisé une technique de recuit thermique sous vide, un terme un peu barbare qui consiste à chauffer à haute température les cellules solaires endommagées dans un environnement sans air. Cette chaleur injecte de l'énergie dans les atomes du matériau, ce qui les oblige à corriger les défauts créés par le rayonnement. Autrement dit, comme par magie, les atomes perturbés par les rayonnements nocifs peuvent se repositionner à leur emplacement d'origine, ce qui élimine totalement les défauts. Résultat, la cellule est comme neuve et retrouve 100% de son efficacité initiale, comme si elle n'avait jamais été endommagée. En disposant d'une telle avancée technologique, on pourrait également concevoir des panneaux solaires spatiaux plus légers et donc beaucoup moins coûteux à envoyer dans l'espace, où chaque kilogramme supplémentaire se paye, vous le savez, toujours au prix fort, c'est-à-dire près de 10 000 € le kilo en 2022. On ferait donc d'une pierre deux coups en associant durabilité et légèreté, une façon de rendre l'accès à l'espace moins gourmand en ressources, mais aussi, comme c'est souvent le cas, de faire évoluer la technologie des installations solaires terrestres. Les terriens, je vous avais promis de revenir sur la perte de contact avec la sonde Voyager 2 suite à une mauvaise manipulation effectuée le 21 juillet dernier. C'est en fait juste après la publication du journal de l'espace de la semaine dernière que l'on a appris que le contact avait finalement été rétabli grâce à une technique bien particulière appelée le cri interstellaire. En fait, grâce au réseau Deep Space Network de la NASA, le Jet Propulsion Laboratory a envoyé un signal surpuissant qui traverse l'espace avec beaucoup d'intensité.
Il devenait ainsi possible à Voyager 2 de capter le signal même si son antenne n'était pas tournée dans le bon sens. Les ingénieurs du JPL précisent cependant que l'envoi de ce cri interstellaire avait peu de chances d'être une réussite. Il fallait en effet réussir à toucher la cible avec ce message avec une marge d'erreur de quelques millièmes de degré. On tire donc notre chapeau au JPL, et c'est donc un grand ouf de soulagement pour cet engin mythique envoyé en 1977, qui a quitté en 2018 la bulle protectrice du Soleil appelée l'héliosphère pour entrer dans l'espace interstellaire. Et pour répondre à quelques autres commentaires de la semaine dernière, oui en effet les terriens, à l'époque on savait faire du costaud. Lancée le 14 juillet dernier, la sonde lunaire Chandrayaan-3 s'est insérée avec succès sur son orbite lunaire le 5 août, c'est-à-dire ce week-end. Cette manœuvre essentielle à la réussite de la mission a été effectuée en freinant au périgée, le point le plus bas de son orbite elliptique, pendant 30 minutes. Commandé depuis le centre de contrôle indien de Bengaluru, 2 autres ralentissements ont été effectués les 7 et 9 août, ce qui a permis au futur atterrisseur lunaire de réduire son orbite pour obtenir une trajectoire passant au plus bas à 140 km d'altitude de la Lune et au plus haut à 4313 km. Le but de toutes ces manœuvres, c'est de réduire progressivement les altitudes de cette orbite pour atteindre 35 km au périgée et 100 km à l'apogée avant de séparer son module atterrisseur. Si le reste de la mission actuelle se déroule comme prévu, l'appareil atterrira en toute sécurité près du pôle Sud, un endroit peu exploré de la Lune, entre les 23 et 24 août prochains. C'est une opération très délicate, comme je le rappelle souvent dans le JDE, la dernière tentative d'atterrissage lunaire de l'Inde s'est soldée par un échec il y a 4 ans lorsque le contrôle au sol a perdu le contact quelques instants avant l'atterrissage. Développée par l'ISRO, l'agence spatiale indienne, Chandrayaan-3 est une version corrigée et améliorée de Chandrayaan-2. Elle comprend un module d'atterrisseur nommé Vikram, qui signifie valeur, et un rover nommé Pragyan, le mot sanskrit pour sagesse. Pour le moment, seule la Russie, les États-Unis et la Chine ont déjà réalisé un atterrissage contrôlé sur la surface lunaire, et il s'agit donc là d'une étape majeure pour l'Inde, qui a mené cet ambitieux programme aérospatial avec un budget relativement faible. Le coût de la mission est estimé à 74,6 millions de dollars et bien inférieur à ceux des autres pays. Les experts expliquent que l'Inde peut maintenir les coûts aussi bas en copiant et en adaptant la technologie spatiale existante grâce à de nombreux ingénieurs hautement qualifiés qui gagnent une fraction du salaire de leurs homologues étrangers. On se donne en tout cas rendez-vous dans quelques jours avec, espérons-le, une très bonne nouvelle pour l'Inde. Pour la suite, on reste autour de la Lune, attendu depuis 1976, oui je sais ça fait un bail, un nouvel atterrisseur lunaire russe appelé Luna 25 doit être lancé aujourd'hui ce vendredi. L'engin a pour mission de se poser près du pôle sud de la Lune, au moment où l'agence spatiale russe Roscosmos peine à mener ses propres projets, et que les puissances mondiales comme les États-Unis et la Chine multiplient les missions en vue de retourner sur la Lune. Selon les données publiées par Roscosmos, l'agence spatiale russe, le vol devrait durer entre 4 jours et demi et 5 jours et demi, et une fois posé sur la Lune, Luna 25, dont la masse est estimée à environ 800 kg, aura pour mission, pendant au minimum 1 an, de prélever et d'analyser le sol et mener des recherches scientifiques à long terme. Ce lancement est la première mission du nouveau programme lunaire de la Russie et intervient au moment où Moscou souhaite notamment renforcer sa coopération spatiale avec Pékin, en pleine tension avec les puissances spatiales occidentales du fait de l'Ukraine. Après le lancement de l'offensive militaire russe en Ukraine par Vladimir Poutine, l'agence spatiale européenne, l'ESA, avait affirmé qu'elle ne coopérerait plus avec la Russie sur le lancement de Luna 25, ni sur les futures missions 26 et 27. Malgré ce retrait, Moscou avait déclaré qu'elle poursuivrait ses projets lunaires et remplacerait les équipements de l'ESA par des équipements scientifiques de fabrication russe. Voilà qui semble être fait, on attend donc d'avoir des nouvelles de Luna 25. Lancé en décembre 2021 à 1,5 million de kilomètres de la Terre pour observer les confins de l'univers, il faut bien avouer que le télescope spatial James Webb, même si ce n'est que le début, a tenu toutes ses promesses, en fournissant aux passionnés que nous sommes de sublimes clichés de l'espace, mais surtout en permettant aux scientifiques de repousser encore les limites de leur connaissance de l'univers. Mercredi 26 juin 2023, l'Agence spatiale européenne avait publié une image très détaillée de 2 jeunes étoiles en formation situées à 1470 années-lumière de la Terre dans la constellation Vela. Mais c'est en étudiant l'image plus attentivement que les spécialistes ont détecté à l'arrière-plan une forme surprenante qui ressemble à un point d'interrogation. Selon Matt Kaplan, un professeur adjoint de physique à l'Illinois State University, l'objet pourrait être le résultat de la fusion de 2 galaxies, la partie supérieure du point d'interrogation faisant partie d'une plus grande galaxie perturbée par un effet de marée gravitationnelle. Une étude complémentaire est donc maintenant nécessaire pour résoudre le mystère de cette forme insolite, et ce qui est certain, c'est que James Webb n'a pas fini de nous étonner.
C'est tout pour aujourd'hui les terriens, merci beaucoup d'avoir suivi l'actualité spatiale avec le journal de l'espace. Une dernière chose avant de partir, je compte sur vous pour ne pas oublier le pouce de YouTube, c'est très important, et vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire ou même partager la vidéo sur les réseaux sociaux, ça peut nous aider. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez le faire sur Tipeee, un grand merci à tous les tipeurs, vous êtes chaque mois de plus en plus nombreux, donc un grand merci pour ça. Je vais vous souhaiter un très bon week-end, sauf si vous regardez la vidéo après le week-end bien évidemment. Profitez bien et à la semaine prochaine. Salut les terriens.